Par sa nature, l'histoire est changement. Ce n'est que dans le mouvement, si douloureux soit-il, qu'est la vie. Jacob Burckhardt. En 1740, l'empereur Charles mourut. Les Habsbourg voyaient s'éteindre une longue lignée mâle. Après avoir bénéficié pendant 300 ans d'une prééminence ininterrompue, leur couronne semblait en péril. C'était la fin de la dynastie, touchée dans sa puissance. Prévoyant, Charles VI avait conclu des accords avec toute l'Europe afin d'assurer à sa fille Marie-Thérèse la succession au trône. La jeune femme vivait une union heureuse avec François Stéphane de Lorraine. Elle se savait destinée depuis longtemps à cette haute fonction, mais n'y était pas préparée. Les signataires de ces accords tiendraient-ils seulement parole? Un coup de semonce vint de Bavière. Ce n'était pas la première fois que les Wittelsbach s'opposaient aux Habsbourg. Leurs liens familiaux n'étaient pas un obstacle, bien au contraire. Invoquant son mariage avec Marie-Amélie, le prince électeur de Bavière, Charles Albert, revendiquait, en toute légitimité selon lui, la couronne impériale. Il s'appuyait sur d'anciens textes qui l'interprétaient dans ce sens. Charles Albert posait déjà en souverain de l'Allemagne, et il fit donner à son château de Nymphenburg un aspect impérial. Certes, la Bavière à elle seule n'était pas une menace pour l'Autriche, mais si elle trouvait des alliés... La France, par exemple, l'adversaire traditionnel de l'Autriche, qui avait souvent accordé son soutien à la Bavière. Bien sûr, à Versailles, on avait approuvé le traité proposé par Charles VI. Mais les diplomates n'avaient aucun scrupule à passer outre aux engagements signés. Il faut dire qu'ils usaient de termes aux interprétations multiples et de formulations à double sens. La France avait accepté, au nom de son roi, le règlement de la succession au trône des Habsbourg, à condition toutefois qu'il ne porte atteinte aux droits de personne. La mise en garde de Louis XV à Marie-Thérèse était suffisamment claire. Le paysage politique européen obéissait à la règle de l'équilibre des forces. Mais voilà qu'un désaccord survenait à propos de la succession à la tête de l'Empire. Mise en difficulté, l'Autriche déclara la guerre à la Bavière. Mais elle était déjà fermement soutenue par la France lorsqu'apparut à ses côtés un nouvel allié, le puissant Brandebourg-Prusse. Rien dans la situation géographique de ce pays ne paraissait justifier une telle agressivité politique. La Prusse n'était qu'un agglomérat de provinces isolées, un État fait de morceaux qu'elle cherchait à réunir. L'expansion prussienne n'avait démarré qu'à la fin du XVIIe siècle. Des succès militaires accompagnèrent l'essor économique de cette nouvelle puissance territoriale. Le pays, faiblement peuplé, devint vite un État modèle à forte croissance démographique et aux ressources en progression. En Prusse, régnaient les Hohenzollern, dont les Habsbourg avaient trop longtemps sous-estimé les ambitions. Avec l'année 1740, Berlin connut, comme Vienne, une relève de génération. Il s'en était fallu de peu que Marie-Thérèse n'épouse ce jeune homme qui montait maintenant sur le trône sous le nom de Frédéric II. Et alors qu'elle comptait encore sur son soutien, il se préparait à frapper l'Autriche. Je pris aussitôt la décision de réclamer les principautés de Silésie, sur lesquelles ma maison avait des droits incontestables, écrit Frédéric II, en rappelant sa première initiative guerrière. 1741. L'Autriche est assaillie de toutes parts. L'État et l'armée sont au bord de la banqueroute. Devant cette situation, Marie-Thérèse se rend à Presbourg pour se faire couronner roi de Hongrie. Dans le passé, les Hongrois s'étaient à plusieurs reprises révoltés contre la maison d'Autriche. Et voici qu'on les invitait à sauver la monarchie habsbourgeoise.
Marie-Thérèse avait besoin d'argent et de soldats, et aussi que son mari, François-Stéphane, soit reconnu co-régent du pays. Elle n'y parvint qu'après de longues et opiniâtres négociations. Mais son couronnement le 25 juin 1741 n'en fut pas moins un triomphe. Peut-être oublia-t-elle, en ces instants solennels, que les armées de l'Europe menaçaient son existence. Son époux, François-Stéphane de Lorraine, ne fut pas admis à participer à la cérémonie. Il la suivit à travers les rues de Presbourg et assista à ce spectacle grandiose avec la population de la ville. À la fin de la cérémonie, obéissant à une vieille coutume, Marie-Thérèse gravit à cheval la colline du couronnement et pointa son épée vers les 4 points cardinaux en signe de protection et de bénédiction. Pour ce qui était de la couronne hongroise, désormais personne ne la lui contesterait. Venus des étendues sauvages de la Hongrie orientale, ils semaient la terreur sur leur passage. Les Pandours, l'élite de la cavalerie de Marie-Thérèse. On se battait sur d'innombrables fronts, car chaque parti en guerre avait de solides alliés. La Bavière et la Prusse avaient conclu une alliance avec la France et l'Espagne. Aux côtés de l'Autriche se battaient l'Angleterre, la Hollande et la Pologne. Il importait de maintenir l'équilibre européen et il ne devait y avoir en conséquence ni vainqueur ni vaincu. Que la chance et le malheur sont donc proches l'un de l'autre. En 1743, alors que Marie-Thérèse remontait l'antique avenue royale de Prague, aucune issue à ces combats n'était en vue. Les ennemis des Habsbourg dans l'Empire avaient élu pour empereur un Wittelsbach, Charles Albert, souverain sans éclat, qui mourut au bout de 3 petites années de règne pour laisser sa place à François-Stéphane de Lorraine. Marie-Thérèse se réservait tous les autres titres et fonctions de la monarchie, en fait le vrai pouvoir exécutif. En 1743, lorsque Marie-Thérèse pénétra dans la citadelle de Prague pour y être couronnée reine de Bohême, elle ne savait pas encore que la Silésie, la plus riche des provinces de la monarchie, avait été conquise par la Prusse. Mais rien ni personne n'aurait pu lui ôter de l'esprit qu'elle seule était apte à diriger ses peuples dans la paix comme dans la guerre. Et c'est ainsi qu'elle reçut la couronne de Bohême avec une modestie empreinte d'une grande fierté, pour conclure sans détour. Cette couronne est plus lourde que celle de Presbourg. On dirait un bonnet de fou. Sa Majesté avait le sens de l'humain. Cela se voit nettement au château de Schönbrunn, édifié à la périphérie de Vienne. Cet ouvrage prestigieux devait être à l'image de la souveraineté. 4 ans après son arrivée au pouvoir, Marie-Thérèse en avait lancé les travaux d'achèvement. Tous les pays de la couronne durent participer à leur financement par une contribution exceptionnelle. Schönbrunn devint le Versailles de l'Empire des Habsbourg, un Versailles plus confortable et plus intime. Même dans les périodes où il lui fallait se battre avec acharnement, Marie-Thérèse mettait régulièrement des enfants au monde. Dès le début de la guerre, naquit Joseph, l'héritier tant désiré. En tout, l'impératrice donna naissance à 16 enfants, dont 6 moururent jeunes. Elle n'était pas seulement motivée par les joies de la maternité, mais aussi par le souci d'assurer la pérennité de la dynastie. Cette nouvelle lignée des Habsbourg-Lorraine allait se développer et porter de nombreux fruits. L'ambiance familiale qu'elle faisait régner à sa cour se distinguait notablement du train dispendieux que menaient d'autres maisons princières. Et à cette société, à laquelle elle-même appartenait, elle tenait sans détour ce discours. Nous sommes en ce monde pour faire le bien de nos semblables. Notre devoir nous impose une haute responsabilité, car nous ne sommes pas ici pour nous-mêmes ou pour notre plaisir. À Schönbrunn, la grande politique se mêle à l'idylle familiale. Une peinture de l'archiduchesse Marie-Christine nous montre la famille Habsbourg dans l'intimité. Marie-Antoinette, avec ses sœurs, à la remise des cadeaux lors de la Saint-Nicolas. L'empereur est en pantoufles et est l'objet de l'attention affectueuse de sa femme. Dans la politique au quotidien, François-Stéphane ne jouait qu'un rôle effacé.
mais il avait un talent d'organisateur et un sens de l'économie et des affaires qui faisait défaut à la plupart des Habsbourg. Ce Lorraine non seulement ne faisait pas de dettes, mais gagnait de l'argent. Il spéculait sur les places boursières et investissait ses profits dans des projets commerciaux ou agricoles lucratifs. Tout ce que touchait François-Stéphane se transformait en monnaie sonnante et trébuchante, mais cette monnaie était frappée du portrait de sa femme. Le thaler Marie-Thérèse resta longtemps la meilleure devise au monde. Que cela devait être agréable aux oreilles de la finance viennoise. À Berlin, c'était une musique plus douce encore que l'on entendait, celle de la flûte de Frédéric II. Le roi des Prussiens espérait-il, en jouant l'amateur d'art, atténuer l'opinion qu'avaient de lui des adversaires qui ne reconnaissaient que le guerrier et l'agresseur? Pour Marie-Thérèse, il restait néanmoins le monstre. Et même en temps de paix, elle ne se laissait pas envoûter par sa musique. Monstre ou fils des muses? Frédéric II était les deux sans doute, tout en contraste. Il pensait en philosophe et agissait en monarque. Souverain autoritaire, ses actes et ses pensées n'en étaient pas moins imprégnés de l'esprit du siècle des Lumières, et il essayait d'appliquer cet esprit à la politique. Une brève mais fertile amitié le lia à Voltaire, l'esprit le plus rationnel de son époque. Frédéric put ainsi jauger sa propre raison d'État à la mesure de la raison conquérante du français. Le château de Sans Souci à Potsdam. C'était la résidence d'un roi qui se voulait le premier serviteur de l'État. En transformant la Prusse, Frédéric montra une réelle dimension politique. Ces réformes servirent de modèle à toute l'Europe. Égalité des citoyens devant la loi, scolarité obligatoire, tolérance religieuse, protection des étrangers, des persécutés et des expulsés. Dans la guerre comme dans la paix, Frédéric le Grand ne visait qu'un objectif, le prestige de la Prusse. En 1756, la Prusse est devenue un État presque homogène. Le conflit à propos de la Silésie rebondit. Frédéric prend ses adversaires de vitesse et lance une offensive militaire. Victoire et défaite alternent, et la Prusse va lutter pendant 7 ans pour son existence même. Qui va décider de l'issue de la dernière bataille? Marie-Thérèse aurait bien aimé aller en personne au combat, comme Frédéric. Cette guerre de 7 ans était sa revanche. Frédéric l'avait commencée, mais c'était elle qui l'avait provoquée. Marie-Thérèse voulait lui reprendre la Silésie à tout prix. Frédéric avait à défendre une Prusse aux frontières agrandies. Tous deux ne pensaient qu'au contrôle de l'Europe centrale. Pour leurs alliés, l'enjeu était plus important. Un renversement des alliances s'était produit. L'Angleterre et la Hollande étaient du côté de la Prusse, cependant que la France et la Russie soutenaient l'Autriche. Mais l'Angleterre et la France se battaient, en réalité, pour les colonies d'outre-mer. Sur les champs de bataille de l'Europe, c'est aussi le sort de l'Amérique qui était en jeu. Sept années de sang versé, sans la moindre percée décisive. La Prusse est pressurée et appauvrie, l'Autriche épuisée et endettée. En 1763, enfin, la paix est conclue. La Silésie reste à la Prusse. Devant le bilan de ses pertes, Marie-Thérèse a ces mots. Une paix médiocre vaut mieux qu'une guerre, même victorieuse. Son mari, François-Stéphane, donne en garantie à l'État la totalité de sa fortune personnelle pour permettre de redresser les finances. En 1765, la famille impériale se rend à Innsbruck, dans ce Tyrol toujours fidèle aux Habsbourg. Un mariage princier est annoncé, en même temps qu'un événement politique.
Dans la splendeur du palais impérial d'Innsbruck, récemment achevé, ce n'est pas seulement une fiancée que l'on va remettre, mais aussi un territoire. Le second fils du couple impérial, Pierre Léopold, épouse l'Espagnole Maria Ludovica et reçoit en dot de son père le grand-duché de Toscane. François-Stéphane songea-t-il à ce moment que 30 ans plus tôt, il avait fait les honneurs de la Toscane à Marie-Thérèse, à l'aube de leur longue et harmonieuse union. Lui, l'empereur, se limita toute sa vie à son rôle de prince consort, laissant à sa femme le plaisir qu'elle prenait à gouverner. La mort vint le surprendre pendant ses fêtes à Innsbruck. De ce jour, Marie-Thérèse ne quitta plus ses vêtements de deuil. Sa douleur était profonde, mais sa fonction passait avant tout. L'empereur est mort, vive l'empereur. Joseph II prend la succession de son père et annonce « Il va falloir réaliser d'un coup de grandes choses. » Une vraie déclaration de guerre de ce jeune homme de 24 ans. Le co-régent de Marie-Thérèse fait tout de suite comprendre à sa mère qu'il entend gouverner avec elle. Le partage de la couronne lui accorde le droit, lui impose même le devoir, de rénover l'État. Sa devise est « Tout pour le peuple, rien au détriment du peuple ». Joseph II, tel que ses sujets aimaient le voir. Il prit un jour une charrue des mains d'un paysan et laboura lui-même le champ. L'image de cet empereur laboureur fit sa publicité. Pour Joseph, la monarchie entière devint le terrain de son action réformatrice. Révolutionnaire par la grâce de Dieu, il fit cadeau à l'État des millions hérités de son père. Il réduisit de façon drastique les dépenses de la cour, ouvrit les domaines de chasse réservés et les parcs et jardins au public. Il voulait le bien de l'État et de la population, ce qui n'empêchait pourtant pas Marie-Thérèse de dire de lui « Comment un souverain peut-il durer s'il n'aime pas les êtres humains ?» 15 ans durant, la mère et le fils gouvernèrent ensemble. Pour tous les deux, l'épreuve fut pénible. Leur génération et leur vision du monde étaient en conflit. Marie-Thérèse, c'était encore l'époque du baroque, alors que Joseph baignait dans la philosophie du siècle des Lumières. Cette période vit alterner en permanence l'ombre et la lumière. Les femmes coupaient leurs boucles, car l'impudicité était sévèrement punie. Une commission spéciale veillait au respect des bonnes mœurs. L'adultère était soumis à de lourdes amendes, et la pécheresse enfermée dans un cloître. En revanche, Marie-Thérèse supprima la torture. Un geste humanitaire sans doute inspiré par Joseph. Elle restait pragmatique dans la planification de ses réformes, guidée par un instinct des plus sûrs. Il est certain qu'elle souhaitait un ordre social plus juste. Le métier à tisser mécanique, une invention remarquable du XVIIIe siècle. Le progrès technique avait pour corollaire une mutation économique et sociale. L'artisanat était concurrencé par les manufactures qui produisaient en plus grande quantité et donc à moindre coût. Cette période pré-industrielle vit apparaître deux nouvelles classes sociales, celle des travailleurs salariés, précurseurs du prolétariat des villes, et celle des entrepreneurs qui préfiguraient la bourgeoisie moderne. Marie-Thérèse sut-elle répondre à ce défi? En fait, elle ne parvint pas à imposer son programme de centralisation dirigée de l'économie. Mais elle favorisa le développement des usines dans toutes les régions de la monarchie et fit même édifier des cités ouvrières modèles, avec leurs médecins, leurs maîtres d'école et même une chapelle d'usine. Car Marie-Thérèse était avant tout soucieuse du salut de l'âme de ses sujets. Fidèle à la tradition des Habsbourg, elle manifestait une confiance irréductible dans la foi catholique. Marie-Thérèse joignait en elle la joie de vivre à la sévérité des mœurs, la soif de commander
à un pieux abandon. Pendant tout le temps de son règne, la religion servit de ligne directrice à sa politique. Cependant, parmi ces réformes, il y en avait beaucoup qui portaient atteinte à l'influence de l'Église catholique. Le clergé fut invité à se soumettre, comme tous les autres groupes sociaux, au pouvoir séculier. Marie-Thérèse laïcisa l'enseignement et le rendit obligatoire. En vertu de ce principe, l'école relève du domaine politique. C'est un secteur de l'activité publique. La voie était dès lors ouverte à ce que l'on appela le joséphisme. Un triste chapitre en ce siècle des Lumières. Marie-Thérèse éprouvait une véritable aversion envers les croyants des autres religions, en particulier envers les Juifs. Elle disait « Je ne connais pas de peste pire pour l'État que cette nation. » Un jour, elle ordonna l'expulsion en plein hiver des Juifs bohèmes de Prague. Seules des protestations venues de tous les pays la firent revenir sur sa décision. Marie-Thérèse était fondamentalement intolérante. Mais elle comptait parmi ses confidents un homme, selon elle sans préjugés, un juif converti et franc-maçon, le baron Joseph von Sonnenfels. Juriste renommé, il fut aussi écrivain et cofondateur du Burgtheater, le pendant autrichien de la comédie française. Le comte Wenceslas Konitz conduisit pendant 40 ans les affaires de l'État. Il fut un diplomate roué et un politicien tourné vers l'avenir. Il réussit un étonnant retournement d'alliance, la grande réconciliation avec la France. Konitz dirigeait la politique extérieure tout en prenant sa part des réformes intérieures. Marie-Thérèse avait eu la main heureuse dans le choix de ses conseillers. Vienne au XVIIIe siècle. La capitale offrait une image colorée et contrastée. Entre le luxe de l'aristocratie et la misère des masses, une bourgeoisie aisée s'affirmait et se développait. Mais Marie-Thérèse ne lâchait pas les rênes. Devant l'autoritarisme de sa mère, Joseph prenait souvent la fuite. En 1769, il rejoignit son frère en Italie. La chance souriait à Léopold. Il avait pu faire la preuve de ses capacités plus tôt que Joseph. Tout ce que celui-ci projetait pour sa monarchie, le grand-duc de Florence l'avait déjà réalisé chez lui, à l'échelle de la Toscane. Les relations entre les deux frères n'étaient pas toujours au beau fixe. Le cadet se sentait brimé et contrôlé par l'aîné. Mais Joseph se confiait sans réserve à son frère. Léopold vivait avec sa famille à Florence. Dans le palais Pitti, l'ancienne demeure des Médicis, de petits Habsbourg naissaient année après année. Cette nombreuse progéniture faisait tout à fait l'affaire de Joseph. Continue, mon cher frère, à mettre au monde des enfants sains. Cela sert l'État et cela me dispense de l'obligation de prendre femme. C'est ce que l'empereur écrivait, lui qui avait été veuf par 2 fois et qui n'avait plus envie de convoler. Son goût pour les voyages ne l'abandonna jamais. Joseph, disait-on, gouverne depuis sa malle-poste. En 1777, il se rendit à Paris, incognito, comme toujours, sous le nom de Falkenstein. Libéré de tout cérémonial, il visita des hôpitaux, des entreprises commerciales et des palais de justice, dans l'idée de vérifier dans la pratique les théories des philosophes français sur l'État. Il était aussi venu voir sa sœur Marie-Antoinette, qui résidait à Versailles. Marie-Thérèse avait mené une savante politique de mariage en Europe sans se soucier des sentiments de ses enfants. Comme toujours, seul l'utile comptait pour elle. Ainsi, la réconciliation entre les Habsbourg et les Bourbons fut scellée par les liens d'un mariage royal. Marie-Thérèse maria sa plus jeune fille, Marie-Antoinette, à Louis XVI.
Tous les regards se tournèrent vers Versailles. Comment l'Autrichienne allait-elle jouer son rôle de reine de France? Aux côtés d'un époux au caractère faible, Marie-Antoinette devint la reine incontestée de la haute société. Son nom reste attaché à l'art d'une époque, à un mode de vie, ceux de la période rococo. La légèreté de l'être, jouissance et gaspillage, visage multiforme de la vanité, sensibilité masquée, la vie, un jeu. Ma fille court à grandes enjambées à sa perte, prophétisait Marie-Thérèse. Et Joseph la mettait en garde. Si vous n'empêchez pas la révolution, écrivait-il, celle-ci sera cruelle. L'opinion qu'avait Joseph du roi de Prusse était plus positive. Il admirait les succès militaires de Frédéric et s'inspirait de la gestion prussienne de l'État. La rencontre personnelle des deux monarques fit sensation et fut accueillie dans l'enthousiasme. L'Autriche et la Prusse s'étaient-elles enfin retrouvées? Le vieux Frédéric et le jeune Joseph s'accordèrent sur beaucoup de choses. Mais de deux rivaux, il était difficile de faire des amis. Toutefois, leur rapprochement mit en route une action politique qui devait aboutir 2 ans plus tard au partage de la Pologne. Ce fragile royaume électif fut pris en gage par les grandes puissances européennes, la Russie, la Prusse et l'Autriche. En 1772, la Pologne perdit 1/3 de son territoire. La Galicie et le nord des Carpates furent attribués à l'Autriche. En 1793, le pays, qui avait subi bien des épreuves, dut abandonner d'autres territoires à la Russie et à la Prusse. Et 2 ans plus tard, les 3 puissances se partageaient la totalité de la Pologne et l'effaçaient de la carte. Contre la volonté de Marie-Thérèse, Joseph avait participé à ce dépeçage. Contre sa volonté encore, il se lia avec Catherine, impératrice de Russie. En 1780 se rencontrèrent pour la première fois l'ambitieux et calculateur Joseph et la subtile et vaniteuse Catherine, avec un but commun, affaiblir et isoler la Prusse. Les ombres s'allongeaient sur la vie de Marie-Thérèse. Elle ne comprenait plus les méthodes politiques de Joseph. Elle avait gouverné pendant 40 ans, mais se sentait maintenant dépassée par le temps. Une époque s'achevait sans retour possible. Marie-Thérèse mourut le 29 novembre 1789, inébranlable dans sa foi religieuse. Elle partait retrouver François-Stéphane. Leur tombeau de style baroque dans la crypte des Capucins à Vienne témoigne de leur grand amour. Mais c'est aussi un monument dressé à la gloire d'un règne qui influença toute une époque. La mort de Marie-Thérèse fut accueillie dans l'empire des Habsbourg avec indifférence. L'esprit de l'époque avait changé. Wolfgang Amadeus Mozart s'installait à Vienne. C'est lui qui allait être le témoin principal de l'ère nouvelle. Joseph II voulait réformer l'État au pas de charge. En 1781, il abolit le servage. Cette réforme améliora notablement le sort des paysans. Parmi ses décisions les plus importantes figuraient le libre choix d'un métier, la liberté de mariage et la libre disposition des biens. Les décrets se succédaient. L'édit de tolérance fit bénéficier les protestants des mêmes droits que les autres citoyens. La situation des Juifs s'améliora, ainsi que leur intégration dans la société. Les réformes venaient d'en haut. Joseph, le despote éclairé, voulait établir une autorité et une administration centralisée. Son zèle réformateur ébranla aussi les fondations sur lesquelles reposait l'Église. Il créa de nouvelles paroisses pour faire du pastorat une sorte d'assistance sociale. Il ordonna aussi la fermeture d'églises et de quelques 700 monastères. La formation des prêtres devait désormais s'effectuer dans des établissements de l'État, qui feraient d'eux des fonctionnaires en soutane. Joseph réduisit le nombre des jours de fête, des pèlerinages et des processions.
Ces interventions amenèrent le pape à se déplacer à Vienne. Mais les négociations n'aboutirent pas. L'empereur restait campé sur ses positions. Le monarque bourgeois ne s'éternisait pas dans les palais. Il leur préférait les édifices utiles à la communauté. C'est dans cette tour des fous que des malades mentaux furent pour la première fois confiés à des médecins. En 1784, Joseph inaugura l'hôpital général de Vienne, qui servit de modèle pour beaucoup d'hôpitaux d'Europe. Ces 111 salles pouvaient accueillir 2000 malades. On y trouvait même une maternité pour mères célibataires. À Paris, l'empereur s'était intéressé aux établissements sociaux et scientifiques. Il créa à son tour une école de médecine militaire sur le modèle français, le Joséphinum, le monument le plus élégant de l'ère des réformes. Instrument de recherche et symbole d'une époque, l'homme en verre du XVIIIe siècle. Cette collection de parties du corps en cire a été réunie sur les instructions de Joseph II. Elle fascine encore aujourd'hui le visiteur. C'est ainsi que se voyait l'homme à la lumière des idées rationalistes, fier de ses nouvelles connaissances sur sa nature. Le corps humain était-il le modèle d'une organisation étatique? Désormais, plus rien ne devait rester caché. Joseph développa un système de surveillance et de contrôle des individus qui faisait vraiment cette fois du citoyen un sujet. Joseph II régna 10 ans. Le joséphisme lui survécut longtemps. C'était l'avatar autrichien d'un progressisme initié par l'État et d'une bureaucratie à l'esprit ouvert. Une révolution en douceur se produisit en Toscane. En 25 ans, Léopold, le frère de Joseph, fit de ce pays un État modèle. Les terres furent fertilisées par des canaux et des systèmes d'irrigation. Léopold fit dessiner les plans de fermes modèles qui devaient matérialiser sa conception d'une agriculture moderne. Les barrières douanières furent supprimées et la circulation des grains devint libre. Dans le Grand-Duché de Toscane, la nouvelle Europe prenait forme. Je crois que tout pays doit avoir une loi constitutionnelle ou un contrat passé entre le souverain et son peuple. Je crois que si le pouvoir exécutif appartient au roi, le pouvoir législatif revient au peuple et à ses représentants. C'est en ces termes que Léopold prônait la séparation des pouvoirs. Il fut le seul Habsbourg à défendre l'idée d'une monarchie constitutionnelle. Il avait hérité de son père le goût des sciences de la nature. Même ses réformes politiques revêtaient un caractère expérimental. Les innovations étaient d'abord appliquées dans de petites villes ou des régions restreintes, et ce n'est qu'après une période probatoire convenable qu'elles étaient étendues à tout le territoire. On a souvent qualifié les deux Habsbourg, Joseph et Léopold, de philosophes sur un trône. Il est vrai que les idées de l'époque ont déterminé leur style de gouvernement. La philosophie des Lumières passait de la théorie à la pratique. Mais il arrivait que les mesures concrètes dépassent la pensée abstraite. Dans son laboratoire de chimie, Léopold étudiait les mécanismes naturels sur lesquels il édifiait sa conception de l'État. Il fut le premier monarque d'Europe à abolir la peine de mort. Il établit un droit pénal humain et exemplaire. Mais il fut aussi l'organisateur d'une importante police secrète destinée à contrôler l'état de l'opinion publique. Léopold rédigea aussi de nombreux écrits confidentiels sur la situation de la famille et la situation de la monarchie. Il éprouvait beaucoup d'aversion envers son frère Joseph. Il ne souffre pas la contradiction et est bourré de principes arbitraires et tyranniques. Malgré cela, Léopold dut se résoudre à envoyer son fils aîné à Vienne,
où, sous le contrôle de Joseph, il serait préparé à son futur rôle de souverain de la monarchie. Joseph porta des jugements sévères sur le jeune François, chez qui il relevait une certaine paresse de la pensée et de l'action. Joseph, au contraire, avait pris de l'avance sur son époque par la pensée et par l'action. Ces réformes décidées d'en haut avaient certes évité à l'Autriche une révolution. Mais s'il croyait tout faire pour le peuple, celui-ci ne l'aimait pas. Il était d'un abord trop brutal et ses positions étaient trop radicales. Pour finir, il dut annuler de nombreuses lois. Cela lui laissa un goût d'amertume. « Je n'ai rien réalisé, dit-il un jour, je n'ai fait que vouloir le faire. » Joseph mourut le 20 février 1790. Le règne du plus progressiste des Habsbourg était un échec, dû à son impétuosité. Léopold devint empereur à la place de Joseph, mais son règne paisible ne dura que 2 ans et fut éclipsé par la tempête qui s'abattit sur Versailles et qui allait renverser l'Ancien Régime. Marie-Antoinette, la reine de France, symbolise toutes les folies de cet ancien régime. Elle est superficielle, dépensière et obstinément conservatrice. Dans les jardins de Versailles, elle se fait construire un village artificiel. Et pendant que dehors la famine règne dans les campagnes et que les paysans s'ameutent, Marie-Antoinette, dans son décor campagnard d'opérette, joue les aimables bergères. Lorsque le pain atteignit son prix le plus élevé, la situation s'envenima à Paris. Le 14 juillet 1789, le peuple en armes s'attaqua à une prison d'État, la Bastille. Cette action fut un signal. La misère des classes pauvres déclencha la révolution avec l'appui de la bourgeoisie. En août 1789 fut proclamée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle débutait par ces mots « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Diverses lignes de conflit s'entrecroisaient à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qui rendit la Révolution si sanglante et si chaotique. La puissance et l'éclat de la royauté française avaient longtemps caché la fragilité de sa base. Des nobles et des bourgeois s'étaient élevés contre un système sclérosé. La situation se radicalisant, la monarchie s'effondra. Le 21 septembre 1792, la République fut proclamée. La haine populaire se concentra sur la famille royale, dont le train de vie avait fortement endetté l'État. Louis XVI fut accusé de trahison et condamné à mort. Son exécution fit tomber les dernières barrières. À la suite d'une révolte populaire en mai 1793, les Jacobins vinrent au pouvoir et la vraie terreur se déchaîna, frappant les adversaires, mais aussi les amis. En moins d'1 an, quelques 40 000 personnes périrent sur l'échafaud. Marie-Antoinette, la créature écervelée de jadis, n'était plus qu'une figure tragique. En prison, on lui retira ses enfants. Son fils, le dauphin, disparut dans la confusion des événements. Son sort n'a jamais été élucidé. Elle-même fut en butte à toutes les humiliations. Un procès eut lieu, dont la sentence avait été décidée d'avance. Mais elle se présenta, droite et fière, devant l'inexorable tribunal, et se justifia avec dignité. Ce n'est que dans le malheur que l'on sait qui l'on est. Au moment de mourir, Marie-Antoinette fit montre d'une grande noblesse humaine qui avait fait défaut à la reine. Ses derniers pas, une immense solitude au milieu d'une foule immense. Sa mort sur l'échafaud fut publique comme le fut sa vie. C'était le 16 octobre 1793. Ce n'est que beaucoup plus tard que le couple royal reçut une sépulture digne
dans la basilique de Saint-Denis. Marie-Antoinette s'était empêtrée dans le cours des événements de son époque. Elle avait écrit une page d'histoire et l'avait payée de sa vie. La Révolution fait progresser l'histoire. L'Europe déclare la guerre à la France, mais doit capituler devant l'homme qui va mettre fin à la Révolution, Napoléon Bonaparte. Une vague d'enthousiasme national le porte au pouvoir. Une société déchirée retrouve sous son autorité son unité perdue. Après une campagne à travers l'Europe, sans précédent dans l'histoire, le général parvient au but qu'il souhaitait. Le 2 décembre 1804, il se couronne lui-même empereur des Français. Ce geste impérial remet en question l'existence du vieil empire romain germanique. Amère constatation pour la maison des Habsbourg, qui voit impuissante Napoléon renforcer la souveraineté des princes allemands. Il les incite à quitter l'union des pays germaniques pour constituer ensemble la Confédération du Rhin. Placé devant le fait accompli, l'empereur François Ier n'avait plus le choix. Le 6 août 1806, il déclare dissous le Saint-Empire romain germanique. C'est la fin d'un millénaire d'histoire européenne. François renonce à sa couronne impériale, mais au préalable, il s'est déjà attribué le nouveau titre d'empereur d'Autriche. Napoléon poursuit sa marche en avant. Ses campagnes brisent l'équilibre politique du continent. La carte de l'Europe se modifie de mois en mois. L'Autriche est repoussée vers l'Est. François ne voit pas en Napoléon un ennemi ordinaire, mais un odieux révolutionnaire. La peur de la révolution devient chez lui de l'aversion envers toute démocratie. L'Autriche semble impuissante à s'opposer à l'hégémonie française. En 1809, Napoléon se trouve pour la seconde fois aux portes de Vienne, mais il trouve son maître dans la personne de l'archiduc Charles, qui bat l'empereur en rase campagne à Aspern. Cette première victoire est célébrée comme un haut fait patriotique. Mais l'archiduc Charles ne va pas parader longtemps. Napoléon repousse son armée à la bataille de Wagram, le 6 juillet 1809. Un contemporain se lamente sur les nombreuses victimes, défigurées par la poussière et les blessures, les membres brisés, mourant de soif sous la chaleur écrasante. Napoléon redevenait le maître de la maison Europe. Las de la guerre, le peuple pouvait-il espérer voir s'instaurer la paix? Napoléon reçut les clés de la ville de Vienne des mains de son maire. Il se montra ouvert et clément et accorda aux Viennois plus de liberté qu'ils n'en avaient sous leur empereur. En signant la paix de Schönbrunn, l'Autriche dut accepter d'importants abandons de territoire et se trouva par exemple coupée de la mer Adriatique. La maison régnante réagit à cette défaite par une solution habsbourgeoise. Elle fit entrer Napoléon dans la famille. L'empereur épousa la fille de l'empereur d'Autriche, Marie-Louise. Entre Schönbrunn et Versailles, les cercles se referment. Napoléon avait commencé sa carrière en ardent révolutionnaire. Il la terminait en prétendant légitime de la nièce de Marie-Antoinette, écrivit André Mauroy. Mais une alliance avec Napoléon ne pouvait être qu'un armistice. En 1812, l'Autriche fut entraînée dans l'entreprise la plus hasardeuse de Napoléon, sa campagne contre la Russie. « 600 000 hommes envahirent l'Empire des Tsars, la plus grande armée que le monde ait jamais vue. Mais avec la venue de l'hiver, la retraite de Russie prit l'allure d'une catastrophe. Seule une faible partie des combattants survécut. À peine un an plus tard, l'étoile de Napoléon se mit à décliner. La bataille des peuples à Leipzig dura 3 jours
et vit tomber plus de 120 000 hommes. Les trois puissances victorieuses, la Russie, la Prusse et l'Autriche, promirent à leurs peuples épuisés la fin de leur souffrance. 20 ans plus tôt, la secousse révolutionnaire avait déchaîné une vague de guerre. À présent, l'Europe célébrait le retour de l'ordre ancien. Napoléon abdiqua et partit en exil à l'île d'Elbe. Les armes ayant échoué, c'était au tour de la diplomatie d'intervenir. L'adversaire de Napoléon le plus acharné s'appelait Metternich, rhénan de naissance et autrichien par ses fonctions de ministre des Affaires étrangères de la monarchie. En 1814, il convoqua les monarques, princes et hommes d'État à un grand congrès de la paix. 10 000 participants qui creusèrent un grand trou dans les caisses de l'État, mais mirent de l'animation dans l'économie viennoise. Beaucoup de ces têtes couronnées ne s'intéressaient que peu aux détails des travaux diplomatiques. Metternich n'en fut que plus libre pour tirer les ficelles au sein des comités restreints ou dans les coulisses des dîners de gala et des bals masqués. Le congrès s'amuse, disait la rue. Metternich battait la mesure et dansait. Il profita de ces longs mois de négociations pour accroître le nombre de ses partisans. L'idée fondamentale de son système, l'équilibre européen, satisfaisait les intérêts anglais que défendaient le duc de Wellington et le ministre des Affaires étrangères Castlereagh. Leur homologue français ne put que se déclarer satisfait lui aussi. Son pays vaincu était confirmé dans son rôle de grande puissance. Avait-on recherché la paix à tout prix? Des petits pays furent victimes des diplomates. La Pologne, par exemple, bazardée à la Russie et à la Prusse. Le respect du principe de l'équilibre compta plus que les espoirs de revanche. L'organisateur du congrès n'avait pas eu le temps de conduire les négociations jusqu'à leur terme que déjà Napoléon, revenu à l'improviste de l'île d'Elbe, reprenait la guerre en Europe. Le 9 juin 1815, l'acte final du Congrès fut enfin signé. Il rétablissait les frontières d'avant les guerres révolutionnaires. Sur l'ancien territoire de l'Empire se constitua la Confédération germanique, plus indépendante que jamais de la monarchie des Habsbourg. Napoléon tenta de reprendre le pouvoir. Selon son habitude, il voulut l'obtenir par la décision des armes, sur un champ de bataille près de Bruxelles, à Waterloo. Il sait qu'il lui faut vaincre s'il veut briser l'alliance internationale. L'Europe accepta le défi. Le 18 juin 1815 scella définitivement le destin de Napoléon et de sa grande armée. L'Anglais Wellington passa des parquets cirés de Vienne au marais de Waterloo. Après de violents combats de position, ses troupes vinrent se joindre à l'armée prussienne, placée sous le commandement du général Blücher. Les Français furent contraints de reculer devant l'attaque des Alliés. Pour Napoléon, c'était la défaite. Son orgueil avait causé la mort de 30 000 hommes. Un lourd tribut de sang qui fit oublier qu'il avait réalisé de grandes choses et qu'il avait fait bénéficier son peuple de liberté et de droits nouveaux pour le citoyen. 1815, Waterloo inaugurait une nouvelle chronologie de l'histoire. Tout ce qui est arrivé après 1815 appartient à l'histoire ordinaire, a dit Metternich, chargé en sa qualité de chancelier d'orienter cette histoire ordinaire. Cependant que l'empereur François se contentait d'assurer la continuation de la dynastie. Mais la grande époque des Habsbourg est révolue. Les réformes de Joseph et de Léopold ont échoué, et la réaction triomphe, pour le moment. Ont échoué également les efforts de Marie-Thérèse pour affermir la position de l'Autriche face à la Prusse et à l'Europe de l'Ouest. Après la dissolution irrévocable du Saint-Empire romain germanique, la monarchie des Habsbourg est rejetée hors des limites de l'Allemagne. L'équilibre politique ne pouvait pourtant pas se maintenir sans la présence d'une Autriche forte en Europe centrale. La mission des Habsbourg allait donc maintenant devoir s'accomplir dans l'espace danubien.
L'Europe se consumera en totalité, mais de ses cendres naîtra un nouvel ordre des choses, ou plutôt, l'ancien ordre contribuera au bonheur de nouveaux empires. Prince Clemens Metternich. Après le congrès de Vienne, l'Autriche connut la tranquillité. Les gens étaient saturés d'héroïsme. Ils se confinèrent dans leur maison. Cette aspiration à l'intimité et à l'harmonie fit éclore une culture originale, celle du Biedermeier. Le goût Biedermeier reflétait l'image populaire du bon roi François, qui, au cours des nombreuses audiences qu'il accordait, se montrait tellement proche de son peuple. Il menait une existence de bourgeois modeste, qui tranchait avec son comportement de monarque réactionnaire. Toutes les formes de révolution ou de changement lui faisaient horreur. Il gouverna sans agir, laissant ce soin à son chancelier Metternich. Il se voyait en roc de l'ordre. Les prisonniers politiques du Spielberg, près de Brünn, savaient comment cet ordre fonctionnait. On interdisait toute opposition. À l'intérieur, Metternich proposait la sécurité plutôt que la liberté. Et à l'extérieur, il veillait à l'équilibre des forces en Europe. Comme la paix était faite de répression, elle était en but à tous les dangers. Le poète-historien Franz Grillparzer fut lui aussi poursuivi par une censure qui le brisa moralement. Il renonça à la vie publique et ses écrits restèrent dans les tiroirs. Sa protestation muette visait le despotisme de son temps et non la dynastie. Il n'aurait jamais imaginé une Autriche sans les Habsbourg. Un Habsbourg aux idées progressistes n'avait pas le choix. Il ne pouvait qu'abandonner la politique pour la campagne. C'est ce que fit le frère de l'empereur, l'archiduc Jean, qui se réfugia en Styrie. Paysans et bourgeois firent de lui un héros populaire. Comme son père Léopold le fit en Toscane, il aménagea des installations agricoles modèles et réalisa son rêve d'une vie simple, proche de la nature. L'archiduc Jean contribua au développement des sciences et des techniques qui pouvaient être utiles à sa province, telle l'industrie minière dans l'Erzberg styrien. Propriétaire de mines, il se rendit compte des aspects négatifs de l'industrialisation, la misère et la pollution, et son action pour améliorer la situation sociale fut remarquable. Ce Habsbourg libéral devint également populaire à l'extérieur de la Styrie, bien que son comportement fût plein de contradictions. Il y avait chez lui une foi dans le progrès technique voisinant avec un scepticisme vert, un attrait pour le monde du travail à côté d'un romantisme campagnard. Néanmoins, il représentait une chance pour l'avenir, celle que gâcha son frère au pouvoir et les successeurs de celui-ci. Ne touche pas au fondement de l'État. Gouverne sans rien changer. C'est ce message que François transmit à son fils aîné, en même temps que sa couronne, avant de s'éteindre en mars 1835. Les Habsbourg étaient très attachés à l'ordre de succession dynastique, et c'est ainsi que l'Autriche hérita d'un empereur Ferdinand, dont la faiblesse d'esprit était présentée comme de la bonté. C'était une monarchie absolue sans monarque, fit remarquer un contemporain. Pendant que Metternich gouvernait, Ferdinand admirait dans sa boîte à images les beaux paysages colorés de son empire. En dépit de sa stupidité, Ferdinand IV devint également populaire. Son insignifiance passait pour un esprit humanitaire, comparé à la sclérose du système Metternich. À cette époque, grandissait à la cour le neveu de Ferdinand, le futur François-Joseph. Dès l'enfance, il fut préparé à son métier de souverain. Il reçut très tôt une formation militaire
et on lui inculqua une foi religieuse et une conscience professionnelle qui ont marqué toute sa vie. Le jeune François-Joseph ne s'égarait jamais dans les faubourgs de Vienne, là où l'on rencontrait des usines et un prolétariat logé dans des sortes de casernes. L'industrialisation avait fait progresser le nombre des salariés, hommes, femmes et enfants. Ils gagnaient péniblement leur vie avec des salaires de misère et des horaires de travail écrasants. Sans cesse, des périodes de disette revenaient, et il était à prévoir que cette pression sociale finirait par faire sauter le couvercle. Comme un orage de printemps, la Révolution s'abattit sur Vienne le 13 mars 1848. Pendant que dans la périphérie, les ouvriers manifestaient, en ville, les bourgeois se joignirent aux étudiants. Ils réclamaient une constitution, la suppression de la censure, la liberté de la presse et le départ de Metternich. Celui-ci crut qu'il s'agissait de simples échauffourées et qu'il suffisait de les réprimer. Mais au soir de ce 13 mars, ce fut la fin de ces 40 années de domination. Je me retire devant une force supérieure à celle du pouvoir, dit-il aux membres de la maison impériale qui accueillirent sa décision avec soulagement, croyant que cela calmerait le peuple. Malgré un certain nombre de concessions, le peuple prit les armes. On craignait un retour à l'ancien système. Mais bientôt le désir de sécurité et d'ordre reprit le dessus, et la garde civile intervint contre cette populace en révolte. Seuls les étudiants restèrent solidaires des ouvriers. Un fantôme circulait alors en Europe, le fantôme de la Révolution. Comme souvent, cela avait débuté à Paris. En février 1848, le roi bourgeois Louis-Philippe, le mal-aimé, fut balayé. Ce n'était plus un tiers-État qui combattait pour la liberté, l'égalité et la fraternité, mais un quatrième État qui luttait pour la justice sociale. Brandissant les anciennes couleurs allemandes noires, rouges et or, des révolutionnaires manifestèrent dans les rues de Berlin. Ils associaient le souvenir romantique du Saint-Empire romain germanique à la revendication d'un nouvel État national allemand. À Milan, la colère des émeutiers s'en prit à la domination étrangère autrichienne. Au cri de « Risorgimento », ils partaient en guerre pour obtenir la réunification de l'Italie. Dans les États de la monarchie, les problèmes sociaux furent éclipsés par les conflits de nationalité. Les Hongrois voulaient leur totale indépendance, tandis que les Tchèques proposaient la constitution d'une Autriche fédérale. À Vienne, les forces révolutionnaires se divisèrent. La bourgeoisie se déclara satisfaite des résultats obtenus. Seuls restèrent en lice les étudiants et les ouvriers qui, en octobre 1848, grimpèrent sur les barricades. La large liberté et la participation politique qu'ils souhaitaient ne devaient jamais voir le jour. La révolution fut écrasée, mais elle s'était aussi brisée contre les intérêts particuliers des différentes nations qui ne permirent pas l'établissement d'un programme commun. Au cours de ces journées, la famille impériale avait trouvé refuge à Olmütz. Le bienveillant Ferdinand avait approuvé une certaine libéralisation. Pour les uns, c'était trop, pour les autres, trop peu. Le 2 décembre 1848, il abdiqua, un peu contre son gré, et céda le trône à son neveu François-Joseph. Fermement décidé à maintenir le lustre de la couronne, mais disposés à partager nos droits avec les représentants de nos peuples, nous espérons réussir, avec l'aide de Dieu, à réunir tous les pays et toutes les familles de la monarchie en un grand ensemble étatique. Telle fut la déclaration de gouvernement du monarque. À cela vint s'ajouter la devise de François-Joseph, Viribus unitis, par l'union de nos forces.
Mais sur quelle force le jeune homme de 18 ans pensait-il pouvoir s'appuyer? Son principal soutien était l'armée. Elle avait mis un terme à la Révolution et était désormais le garant du nouveau régime de gouvernement, le néo-absolutisme. François-Joseph pouvait faire confiance à ses généraux, entre autres au vieux maréchal Radetzky, qui avait brisé la résistance italienne et ramené la Lombardie vénitienne dans le giron de l'Autriche. Politique et société restaient dominées par la noblesse. Le président du Conseil des ministres, le prince Schwarzenberg, raffermit la souveraineté du monarque. Mais il ne put empêcher la mutation bourgeoise de l'empire des Habsbourg. La bourgeoisie voyait en effet dans le fonctionnariat sa chance d'accéder aux plus hautes fonctions. Elle fut loyale envers l'empereur et l'État multinational. François-Joseph accorda à l'Église le droit à la participation qu'il refusait à ses sujets. Un traité avec le pape scella l'alliance réactionnaire du trône et de l'autel. À 18 ans, François-Joseph était arrivé bien trop tôt au pouvoir. À 23 ans, il décida bien trop vite d'épouser la princesse bavaroise Élisabeth, qu'on appelait Sissi. À la résidence d'été des empereurs, à Bad Ischl, il était prévu que le jeune homme fasse la connaissance de sa fiancée, la sœur aînée de Sissi. Mais il eut le coup de foudre pour la cadette. Et Sissi, presque encore une enfant et sans expérience de la vie, ne résista pas à cet assaut. C'est ainsi qu'un mariage de raison se transforma, dans la précipitation, en mariage d'amour. Le 24 avril 1854, le couple pénétrait dans l'église des Augustins à Vienne, où de nombreux Habsbourg avaient célébré leur mariage. Tous les dignitaires de la monarchie étaient présents. Élisabeth, rapporte-t-on, était très pâle, les traits tirés, cependant que François-Joseph avait le visage rayonnant d'un général victorieux. François-Joseph n'eut pas de chance en politique, entre autres dans ses démêlés avec sa voisine du Sud, l'Italie. La Lombardie vénitienne s'estimait opprimée sous la souveraineté étrangère de l'Autriche. Celle-ci faisait obstacle à la formation de l'unité italienne. François-Joseph condamnait le Risorgimento comme tous les mouvements nationalistes et révolutionnaires. À ses yeux, Giuseppe Garibaldi, le combattant de la liberté, n'était rien d'autre qu'un bandit de grand chemin. Sur le plan international, l'Autriche se trouvait isolée. Elle mena seule sa guerre dans ses provinces italiennes. L'Italie, en revanche, fut fermement soutenue par la France. À la bataille de Solferino, le 24 juillet 1859, les Autrichiens subirent une terrible défaite. Victor Emmanuel, le futur roi d'Italie, triompha de l'empereur d'Autriche, qui avait pris la tête de ses troupes, mais ne fut pas à la hauteur de sa tâche. La Lombardie était perdue, envolé définitivement l'héritage du victorieux Radetzky. La tour de Saint-Martin témoigne de la fierté nationale des Italiens. Étape d'une histoire qui s'est diluée dans un flot de révoltes locales, avant que la route ne s'ouvre enfin à la création du royaume d'Italie. À partir de 1859, l'Autriche fut contrainte de se retirer pas à pas pour finir par abandonner la Vénétie en 1866. À cette défaite politique succéda une période de conjoncture très favorable. François-Joseph céda à la pression de plus en plus forte du libéralisme. Celui-ci stimula l'économie. Les capitaux privés donnèrent de l'élan à l'industrie. Les bourgeois investirent dans des projets encouragés par la monarchie, ce qui améliora leur image dans la société. Commerce et industrie bénéficièrent de l'expansion rapide du chemin de fer. Dès le départ, une performance technique exceptionnelle fut réalisée. La ligne du Semmering, qui est restée un modèle pour tous les constructeurs de chemins de fer de montagne dans le monde.
Cette ligne vint à bout de la disparité économique entre le nord et le sud et relia des régions et pays de la couronne qui avaient des niveaux de développement fort disparates. Cette puissance économique formait un contraste avec la faiblesse politique de la monarchie. L'empire des Habsbourg ne fut pas seulement défait en Italie. Il échoua également face à une Prusse qui faisait tout pour éliminer l'Autriche de l'alliance allemande. C'est près d'une petite ville de Bohême, Königgrätz, que s'acheva une rivalité de 100 ans entre ces deux puissants adversaires, les Habsbourg et les Hohenzollern. Ce fut l'épilogue d'une longue lutte pour la prééminence en Allemagne. L'œuvre entreprise par Frédéric le Grand fut achevée par le roi Guillaume Ier. Il put compter sur deux personnalités remarquables, l'extraordinaire stratège Helmut von Moltke et le génial tacticien Otto von Bismarck, veillant à appliquer son principe par le sang et par le fer. La journée du 3 juillet 1866 fut fatale à l'armée autrichienne. Elle avait certes plus d'expérience, mais les soldats prussiens avaient reçu une formation plus poussée et étaient mieux armés. Avec leurs fusils à aiguilles modernes, les Prussiens tiraient 3 fois plus vite que les Autrichiens. La catastrophe totale ne fut évitée que grâce à la droite tactique défensive de l'artillerie et de la cavalerie. Bilan de la journée, 9000 morts du côté prussien, 44 000 parmi les Autrichiens et leurs alliés saxons. Adolphe Menzel n'a pas retenu l'héroïsme de cette bataille. Il n'a vu et peint que de malheureuses victimes. Cette victoire avait apporté à Bismarck ce qu'il recherchait. La scission entre l'Autriche et l'Allemagne était chose faite. La route de Königgrätz conduisait tout droit à Versailles, où l'Empire allemand fut proclamé le 18 janvier 1871. Bismarck avait eu l'intelligence de conclure rapidement la paix et amena François-Joseph à reconnaître le nouvel empereur Guillaume. Il ne voulait pas humilier l'Autriche vaincue, mais s'en faire une alliée. Beaucoup d'Autrichiens ne s'y retrouvaient plus dans leurs nouvelles frontières. Dans la Confédération germanique, créée en 1815, l'Autriche tenait la présidence, du moins sur le papier. En fait, Bismarck n'avait fait que parachever ce qui se préparait depuis longtemps. Il procéda en 1866 à la dissolution de la Confédération et fonda en 1871, à la suite de la guerre franco-allemande, l'Empire allemand, dans lequel la monarchie militaire prussienne avait une position dominante. L'équilibre européen était sérieusement ébranlé. À Budapest, on sut tirer profit de la nouvelle répartition des forces. François-Joseph dut céder au désir de liberté des Hongrois. Ce que le révolutionnaire Gyula Andrássy avait tant espéré en 1848, il l'obtint en 1867, une fois devenu homme d'État. Le texte qu'il signa confirmait l'indépendance nationale de la Hongrie. Le compromis de 1867 transformait l'Empire des Habsbourg en une double monarchie, l'Autriche-Hongrie. Le 8 juin 1867, François-Joseph fut couronné roi de Hongrie. Mais c'est l'impératrice Élisabeth qui avait pris en main la cause hongroise qui recueillit le plus de suffrages. L'archiduc Maximilien et sa femme Charlotte avaient rêvé d'un succès analogue. Maximilien était bien plus doué que son frère François-Joseph, et aussi plus aimé. Dans son château de Miramar, près de Trieste, il menait une existence de luxe, mais son ambition politique restait insatisfaite. Le décor de ce salon de Miramar reproduit une cabine de navire. En tant que commandant en chef de la marine autrichienne, Maximilien avait parcouru les mers, et il aimait parler de ces traversées que son imagination prolifique enjolivait à plaisir.
Il se laissa séduire par la proposition française de devenir empereur du Mexique, et il se lança dans l'aventure. Il voulait être le premier des Habsbourg à traverser l'océan et à régner sur le Nouveau Monde, à l'exemple de son ancêtre Charles Quint. Il rêvait de fonder un nouvel empire d'Amérique centrale qui serait de loin plus important que la monarchie européenne de son frère. En 1864, Maximilien débarqua au Mexique et s'aperçut qu'il était tombé dans un piège, car les États américains refusèrent de le reconnaître et les Français se retirèrent. Malgré ses réformes sociales, il ne parvint pas à gagner la confiance d'une population pauvre et les riches boycottèrent ses projets. Pour Charlotte, le rêve mexicain tournait au cauchemar et elle en perdit la raison. Courageusement, Maximilien, lui, essaya de tenir, jusqu'à ce qu'il fût fait prisonnier et condamné par un tribunal de guerre républicain. Le 19 juin 1867, Maximilien fut exécuté. C'était la première d'une série de tragédies familiales dans la maison de Habsbourg. Lorsque François-Joseph décida l'agrandissement de Vienne, il ne se doutait pas que ce programme de grands travaux compterait un jour parmi les plus grandes réalisations de son règne. À l'emplacement des anciennes fortifications fut tracé le Ring, une suite de boulevards de ceinture, bel exemple de l'urbanisme de cette fin de siècle. Sur les nouveaux terrains ainsi dégagés furent édifiés, à côté de certains bâtiments publics, les immeubles de prestige des plus riches familles. Cela ne changea rien à la crise du logement. Au contraire, elle fut aggravée par l'afflux de milliers de travailleurs venus participer à l'aménagement du Ring. L'époque de François-Joseph ne vit pas se créer de style particulier. On se contenta d'imiter le passé. Un critique d'alors jugea que les architectes du Ring avaient fait preuve d'une grande technicité, mais de peu de créativité. Cette imposante rotonde devint l'emblème de l'exposition universelle de Vienne en 1873. Celle-ci permit à une bourgeoisie aisée, désireuse comme la maison impériale de se mettre en valeur, d'exprimer sa foi dans le progrès. Les exposants vinrent de plus de 40 pays, et parmi eux, pour la première fois, des représentants de l'Orient et de l'Extrême-Orient en quête de contact avec la culture et la technique occidentale. Cette exposition universelle devait offrir le tableau d'une Autriche en plein essor économique. Mais 8 jours après son inauguration, la bourse de Vienne s'effondrait. Une certaine surchauffe avait fait monter la fièvre spéculatrice à des hauteurs vertigineuses. Tous furent atteints par la chute des cours, les grands actionnaires comme les petits épargnants. L'exposition universelle elle-même se clôtura avec un énorme déficit. La monarchie se remit de cette crise économique, mais les tensions avec ces nations constituaient un problème de plus en plus grave pour l'Empire. Il comptait au moins 12 nationalités et 5 religions différentes. Elle n'avait donc bien évidemment aucune unité religieuse ou culturelle. L'Autriche-Hongrie était un État à majorité slave, mais dans tous les domaines, c'était la minorité allemande qui dirigeait. Dans certaines régions de peuplement mixte, le stade de développement pouvait différer d'une nationalité à l'autre. Les Hongrois s'étaient bien rendus compte qu'une séparation complète de la monarchie n'était pas dans leur intérêt. Aussi acceptaient-ils sans réticence l'idée d'un empire commun dirigé par François-Joseph. Le compromis de 1867 se révéla solide et rendit possible l'édification d'un État bourgeois moderne sur les restes de l'Ancien Régime. Le Parlement de Budapest était tout à fait indépendant de Vienne. Les seules administrations communes étaient les affaires étrangères, l'armée et les finances.
La stabilité de l'Autriche-Hongrie était assurée par des accords commerciaux entre les deux pays. Le dualisme avait résolu le problème de l'un des mouvements nationalistes, mais compliqué plus encore celui des autres nationalités, car les Hongrois n'avaient nulle envie de partager leurs privilèges avec les autres, et la prédominance des deux nations, l'allemande et la magyare, s'était établie au détriment des Slaves. La Bohème réagit en boycottant l'État supranational. Ce dualisme humiliait profondément les Tchèques. Eux qui, en 1848, avaient défendu l'idée d'une Autriche fédérale, cherchèrent désormais leur salut dans leur propre histoire et dans un panslavisme qu'ils partagèrent avec leurs voisins slaves. Le Théâtre national de Prague devint l'emblème de cette conscience historique. L'art et la culture montraient le chemin de l'identité nationale. Les Tchèques estimaient être une nation aussi évoluée que les Hongrois et égale en valeur aux Allemands de la monarchie danubienne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il s'était produit une mutation des valeurs. Se montrer fidèle à son peuple était maintenant plus important que le sentiment d'appartenir à l'État multinational. En 1848, un homme politique tchèque, l'historien František Palacký, disait « Vraiment, si l'État impérial autrichien n'existait pas déjà depuis longtemps, dans l'intérêt de l'humanité elle-même, il faudrait se dépêcher de l'inventer. » Mais en 1871, après qu'une tentative de compromis avec la Bohème eut échoué, Palacký écrivit « Je n'espère plus le maintien durable de cet État. Allemands et Magyars ne veulent pas d'une Autriche différente. Ils tiennent à leur système. Par la faute de ces deux peuples, celle-ci est déjà trop engagée sur le chemin de l'abîme. » Et Palacký concluait par cette profession de foi patriotique « Nous étions là avant l'Autriche, nous serons là après elle. » En septembre 1880, François-Joseph entreprit une tournée d'inspection en Pologne et en Galicie. Il fut accueilli avec bienveillance et même avec enthousiasme. La Galicie était devenue possession autrichienne après le honteux partage de la Pologne en 1772. Dans ce pays de la couronne, l'aristocratie polonaise et une bourgeoisie effacée constituaient la classe dirigeante face aux Ukrainiens, tous paysans. Ici, on voyait nettement quel était le dilemme de la monarchie austro-hongroise. Tandis que les Polonais opprimaient dans ce territoire une minorité nationale, ils protestaient en tant que Polonais contre l'oppression de Vienne. À son arrivée à Cracovie, François-Joseph se vit confier les clés en or de la ville. Cracovie était devenue autrichienne en 1795 et était depuis le Congrès de Vienne une ville libre. Elle était devenue un foyer de la résistance polonaise, fut occupée à diverses reprises et finalement annexée de nouveau par l'Autriche. Sous François-Joseph, Cracovie connut un bel épanouissement économique et culturel. Au contraire des Tchèques, les Polonais participèrent activement au gouvernement, ce qui leur valut d'obtenir certains droits. Entre autres, l'empereur accepta que le Wawel, la célèbre citadelle des rois, soit évacué par l'armée et redevienne une résidence d'État. De ce voyage, l'empereur rapporta un album de souvenirs qu'il remit au prince héritier Rodolphe au nom du peuple polonais. L'impératrice Élisabeth avait donné 4 enfants à François-Joseph, 3 filles, dont une mourut jeune, et un héritier au trône très désiré. Le père voulait faire de lui un soldat valeureux,
Mais Rodolphe était un enfant maladif, très intelligent mais fort nerveux. Sa mère obtint quand même qu'il fût éduqué par les meilleurs professeurs de la bourgeoisie viennoise, qui lui enseignèrent la tolérance et le mépris des conventions. Il épousa une princesse de son rang, Stéphanie de Belgique. Mais au bout de quelques années, leur union se détériora de manière irréparable, tout comme le mode de vie du prince héritier lui-même. Ses idées libérales étaient mal acceptées. Aussi son père le tenait-il à l'écart de toutes les décisions politiques. À 30 ans, Rodolphe était prématurément vieilli. Il souhaitait faire un travail utile, mais aussi profiter de la vie. Pour se maintenir en forme, il buvait du champagne qu'il arrosait de cognac. Il usait aussi de morphine pour calmer les douleurs que lui causait une affection vénérienne. Sur son bureau se trouvait en permanence un revolver et une tête de mort. Il se faisait de plus en plus de soucis pour l'avenir de l'Autriche, qu'il voyait dangereusement menacée par la Prusse. Aux yeux de Rodolphe, l'empereur d'Allemagne n'était qu'un soudard brutal et un réactionnaire indécrottable. À l'occasion de la visite de celui-ci à Vienne, une vive altercation éclata entre Rodolphe et son père. Deux jours plus tard, le prince héritier invitait sa maîtresse, Marie Vetsera, 17 ans, à l'accompagner dans son dernier voyage. Et Marie, passionnément amoureuse, suivit Rodolphe à Meyerling. Je sais que je dois mourir jeune. Rodolphe avait à plusieurs reprises parlé d'une mort précoce, et faisant allusion à cette époque qui était contre lui, disait « Nous vivons une époque qui se traîne et s'enlise. Qui sait jusqu'à quand cela pourra durer ?» Rodolphe finit par perdre confiance en lui-même et en une grande Autriche faite de diversité. Le pavillon de chasse impériale à Meyerling fut le théâtre d'une double tragédie. Le 30 janvier 1889, le prince héritier et celle qu'il aimait se donnèrent ensemble la mort. La nouvelle de la disparition du successeur au trône produisit un choc. Mais l'empereur fit taire toutes les allusions à un meurtre ou à un suicide. Personne ne devait apprendre ce qui s'était vraiment passé à Meyerling. Au moment de la mort de Rodolphe, le climat politique était en train de changer en Autriche, surtout dans Vienne, sa capitale. On vit se constituer les premiers partis de masse. Leur succès se nourrissait de l'interminable conflit avec les communautés nationales et de l'échec du libéralisme. À côté des sociodémocrates, apparurent les chrétiens sociaux, sous l'autorité de Karl Lueger, le maire de Vienne, presque aussi populaire que l'empereur. Lueger défendait les intérêts des artisans et de la petite bourgeoisie. Il les soutint dans leur lutte vaine contre l'industrie et le grand capital, et les renforça dans leurs préjugés à l'égard des Juifs. L'antisémitisme n'était condamné que par les sociodémocrates qui entrèrent en 1897 pour la première fois au Parlement. Ils avaient compris que le conflit des nationalités était une forme de lutte des classes et appelaient à une transformation de l'État par les voies légales, à la différence du parti allemand national qui ne voulait pas entendre parler de démocratie. Celui-ci réclamait le rattachement à l'Allemagne et introduisit dans les salons le fantasme racial. Le gouvernement, lui, avait recours aux violences policières. Et c'est ainsi que la monarchie était plus menacée de l'intérieur que de l'extérieur. L'économie bénéficia d'une longue période de paix et connut une progression régulière. Certes, la Grande Dépression provoquée par le krach boursier se poursuivit pendant quelques années, mais l'Autriche vécut ensuite une seconde explosion économique. Cette phase de croissance entraîna une modernisation et un accroissement de la production, qui fournissait désormais assez de biens pour tous. Mais cette industrialisation créa aussi une nouvelle pauvreté, celle des nouveaux déracinés.
Le progrès, c'était le bien-être. Et le bien-être favorisait la culture. L'ère de François-Joseph n'a pas été modelée par la noblesse, mais par une bourgeoisie à l'abri du besoin et désireuse de se cultiver. Cependant, la sécurité qui régnait reposait sur des fondations instables, car la richesse cachait la pauvreté qui se trouvait dessous, et le progrès matériel nuisait à la vitalité intellectuelle. Nous n'arrêtons pas de jouer. Quiconque le sait est un sage, écrivait Arthur Schnitzler. La société qu'il dépeint dans ses pièces cachait son vide intérieur derrière des formules brillantes. Elle vivait dans des maisons aux allures de palais, tout en croyant à l'aristocratie de la pensée. Cela ne facilitait pas la tâche des vrais novateurs. Bergstrasse 19, une adresse prestigieuse. Sigmund Freud n'obtint une chaire de professeur qu'à l'âge de 46 ans, ce qu'il commenta en ces termes. Les félicitations et les fleurs pleuvent, comme si le rôle de la sexualité venait d'être reconnu officiellement par Sa Majesté et l'importance du rêve confirmée en Conseil des ministres. Sigmund Freud a fait la célébrité de Vienne au tournant du siècle. Il disséquait cette bourgeoisie à laquelle il appartenait et qui le traitait en franc-tireur. L'apport des Juifs assimilés à la culture fin de siècle fut immense. Plus que les autres, ils ont ressenti la décadence de la société et la dégradation des mœurs politiques. Dans leur faculté d'adaptation comme dans leur insécurité résidait la source de leur génie. Vienne était en 1900 à la fois la métropole de l'art kitsch et la capitale mondiale de l'art moderne. Le Jugendstil, le style 1900, est né en réaction contre l'art surchargé des années 1870. Il abandonnait la décoration gratuite pour des formes signifiantes. Art et culture se devaient d'aborder tous les domaines de la vie. Les ateliers des artisans viennois se mirent à produire des objets utiles, différents des produits de masse. Le XXe siècle, dit-on aujourd'hui, fut inventé à Vienne. En pleine décadence politique, la vieille Autriche mobilisait une fois encore ses forces universelles. Robert Musil parlait d'une station expérimentale du futur, que Karl Kraus nommait station expérimentale de fin du monde. L'empereur n'entendait rien à cette avant-garde. François-Joseph avait donné à la capitale de l'Empire de l'importance et de l'éclat. Mais sa politique culturelle se limitait à ne rien interdire. Il rejetait le modernisme et n'appréciait même pas les agréments de la technique, l'électricité, le téléphone et l'automobile. Le château de rêve de l'impératrice Élisabeth, la villa Hermès, ne se trouvait pas loin de Schönbrunn. Pourtant, elle vivait dans une autre galaxie. Des mondes la séparaient de son époux. Il fallait que le beau visage de sa jeunesse ne se ternisse jamais, qu'il survive à 40 années de mariage. Elle fabriqua alors elle-même son mythe. Elle se déroba à ses responsabilités et trouva son indépendance dans le refus et la fuite. Fuite devant les cérémonies de cour et les contraintes du mariage. Fuite dans la maladie et le spleen. L'impératrice ne cessait de voyager. Après la mort de son fils, elle ne connut plus le repos, erra en tous sens à travers l'Europe. On n'appréciait guère ces visites inopinées, que l'on appelait ses guet-apens. Ce n'est que loin de Vienne qu'elle arrivait à être l'impératrice d'Autriche. Le 9 septembre 1898, Élisabeth arriva à Genève avec sa dame d'honneur. Comme presque toujours, elle voyageait incognito. Mais une feuille locale signala son arrivée. L'anarchiste Luigi Lucchini séjournait également en Suisse.
il projetait un attentat contre le duc d'Orléans, quand il s'aperçut qu'il tenait en la personne de l'impératrice une victime idéale. Et le 10 septembre 1898, Lucchesi assassinait Élisabeth avec une lime effilée. La tristesse générale resta discrète. On éprouvait plus de compassion pour François-Joseph, à qui aucune épreuve n'était épargnée. L'année même de la mort d'Élisabeth, François-Joseph célébrait ses 50 ans de règne. À Ischl, où il revenait tous les étés, on respirait toujours l'air du bon vieux temps. Pour les uns, l'empereur était le seul lien qui unissait les pays de la monarchie. Pour d'autres, il était le symbole d'un despotisme en voie d'extinction. Ses malheurs personnels le rendaient intouchable, mais son action politique était de plus en plus mise en cause. François-Joseph n'avait jamais rien compris aux aspirations de son époque. Il ne les avait suivies qu'avec circonspection, sans aller plus loin qu'il ne le devait. Il détestait l'idée de participation. Il ne gouvernait qu'avec la noblesse et l'armée. Il n'avait de considération ni pour le peuple des travailleurs, ni pour l'importance politique de la bourgeoisie. Même au sein de sa famille, sa solitude ne cessait d'augmenter. Il n'éprouvait aucune sympathie pour son neveu, François Ferdinand, l'héritier du trône. Pourtant, ils avaient tous deux des vues communes. François Ferdinand était lui aussi conservateur, clérical et antidémocrate. Au château de Konopicht, en Bohême, il rêvait de transformer plus tard l'empire des Habsbourg. Son union morganatique avec Sophie Chotek était parfaitement heureuse. C'est à tort qu'on a vu en François-Joseph un belliciste. Il ne s'opposa qu'à l'hégémonie de la Hongrie. En réalité, il songeait à réunir les Slaves du Sud en un seul État. C'est ce qui les rendit suspects aux Serbes, qui se prirent à le haïr. Les Balkans, la poudrière de l'Europe. L'Autriche essaya, tout comme la Russie, d'y renforcer son influence, et la Turquie de s'y maintenir. La Roumanie, la Bulgarie et la Serbie formaient une zone tampon, mais pas une zone de paix. En 1878, l'Autriche occupa la Bosnie-Herzégovine. Ce territoire continua de relever de l'autorité du sultan, mais fut administré par la monarchie, qui l'annexa en 1908. La coalition d'États dirigée par la Serbie se prépara à se défendre. En juin 1914, l'héritier du trône, François Ferdinand, entreprit un voyage en Bosnie pour représenter l'empereur lors de manœuvres de l'armée. Était-il conscient du danger? Depuis un certain temps, des incitations au meurtre circulaient. Serbes, prenez tout ce que vous trouverez. Couteaux, fusils, bombes, dynamite. Le 28 juin, François Ferdinand visita la ville de Sarajevo. Sophie n'avait pas voulu renoncer à accompagner son époux. La ville grouillait de badauds et de conspirateurs. Le couple princier ne bénéficiait que d'une protection policière légère. Sur le chemin de l'hôtel de ville, une bombe explosa. Mais François Ferdinand ordonna que l'on poursuive la visite. Par erreur, le chauffeur de l'archiduc s'écarta de la route prévue et se dirigea droit vers le pistolet de l'assassin, Gavrilo Princip. Ces coups de feu allaient changer le cours de l'histoire du monde. Tout le monde comprit que les balles du meurtrier n'étaient pas seulement destinées au couple princier, mais à la monarchie elle-même, qui servirait désormais de cible aux attentats nationalistes.
Le vieil empereur, à son habitude, séjournait à Bad Ischl lorsque la nouvelle lui parvint et l'arracha à ses vacances estivales. François-Joseph vit bien que l'épreuve de force ne pouvait plus être évitée. Il lui fallait agir. L'Allemagne l'y poussait, sous prétexte de son attachement à leur alliance, cependant que la Russie se plaçait résolument aux côtés de la Serbie. Les puissances européennes sentaient que l'affrontement était inévitable. C'est dans ces conditions que François-Joseph signa le 28 juillet 1914 la déclaration de guerre à la Serbie. L'empereur de la paix lançait ses peuples dans la guerre, la dernière de l'Autriche-Hongrie. Pensait-il échapper ainsi à la paix? En attisant la haine contre l'ennemi extérieur, on fit taire les querelles intérieures. Beaucoup s'engagèrent comme volontaires, par sentiment patriotique et aussi avec la certitude insensée d'une rapide victoire. François-Joseph se doutait-il que le temps travaillait contre la monarchie? Avait-il pressenti le déroulement des événements? Le réseau d'alliances européens se transforma en une machine de guerre impossible à arrêter. En quelques jours, l'Empire allemand, la Russie, la France, la Belgique et la Grande-Bretagne se trouvèrent en guerre. Le règne de François-Joseph prit fin en pleine guerre le 21 novembre 1916. Il ferma les yeux pour toujours à Schönbrunn. Il avait gouverné pendant 68 ans, plus longtemps qu'aucun Habsbourg avant lui, et sa mort était en quelque sorte symbolique. Pour beaucoup de Viennois, que des temps amers attendaient, les obsèques du vieil empereur furent en fait leur adieu à la monarchie. Un mois plus tard, le successeur de François-Joseph, Charles, était, selon l'ancienne tradition, couronné roi de Hongrie. Une fois de plus, les Slaves ressentirent cela comme un affront. L'histoire réserva au jeune empereur Charles un triste rôle. L'héritage qu'il avait reçu était très lourd. Il dut procéder à sa liquidation au bout de 2 années de guerre. Ses tentatives pour faire la paix échouèrent, en raison de la violente opposition allemande et aussi de sa propre faiblesse politique. Il aurait peut-être pu mieux utiliser le peu de liberté d'action qui lui restait à sauver la monarchie. Il ne le fit pas. Son règne ne fut que le bref épilogue d'une longue histoire dynastique. La tragédie commençait. L'Autriche dut se soumettre entièrement à la politique de guerre allemande et perdit ainsi, déjà avant son effondrement, son statut de grande puissance. En avril 1918, le ministre autrichien des Affaires étrangères, Czernin, déclarait « Si les monarques des puissances centrales ne sont pas en mesure de faire la paix dans les prochains mois, les peuples la feront par-dessus leur tête. » Et ce fut le cas. La première grande guerre mondiale fit 10 millions de morts. 4 empires s'écroulèrent, celui des Tsars, l'Empire ottoman, l'Empire allemand et celui des Habsbourg, qui disparaissait après 640 ans d'existence. La grande monarchie danubienne multinationale se scinda en États indépendants. Le 12 novembre 1918, la République fut proclamée en Autriche. Robert Kahn, un Américain d'origine autrichienne, conclut son étude fondamentale sur l'Empire des Habsbourg en ces termes. Au moment où l'Empire habsbourgeois voyait s'achever son histoire politique, son message culturel commençait à faire le tour du monde.